بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc c'est la quatrième vidéo de la série de vidéos du chapitre d'algèbre relationnelle du module base de données destiné à la promotion de deuxième année classe préparatoire de l'école supérieure de sciences appliquées de Tlemcen. On a déjà vu dans la première vidéo de cette série qu'on va diviser ce chapitre en trois parties. La partie des définitions, la partie des opérations classiques de cette algèbre et la partie des opérations complémentaires qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu 4 opérations complémentaires, à savoir la projection, la restriction, la sélection et l'opération renommée. Et on a dit qu'on va faire dans cette vidéo les deux opérations qui restent, c'est-à-dire les opérations de jointure et de division. Et on a dit que les opérations de l'algèbre relationnelle, c'est tout simplement des opérations sur ensemble. Parce qu'on peut voir une table comme un ensemble d'éléments où chaque élément, c'est une ligne. Donc, les opérations qu'on peut faire ou bien qu'on peut réaliser sur les ensembles, vous avez déjà vu quelques-uns dans vos modules de mathématiques et on les a appelés les opérations classiques, telles que l'union, la différence, l'intersection et le produit. Et il y a de nouvelles opérations que vous allez voir pour la première fois, qu'on a appelées opérations complémentaires. Et on a dit que les opérations peuvent être binaires ou bien unaires. Binaires, c'est-à-dire des opérations qui associent deux tables pour obtenir une nouvelle. Unaire, c'est une opération qui va extraire d'une seule table une nouvelle table. Donc on va commencer par l'opération de jointure. Et cette fois-ci, on ne va pas citer toute la définition mathématique de l'opération de jointure, comme on a vu dans les autres opérations, mais on va citer directement le schéma mathématique en disant qu'une jointure, c'est entre deux tables, R et S, avec le degré de R, c'est-à-dire le nombre de colonnes de R, c'est N, et le degré de S, c'est-à-dire le nombre de colonnes de S, c'est M. Et on va schématiser la jointure par le signe infini. Donc on va concaténer, on va joindre les lignes de la table R avec les lignes de la table S, mais qui respectent la condition alpha, une certaine condition alpha. Donc, prenons l'exemple suivant des deux tables personne et cadeau, avec la table personne qui a 3 colonnes et la table cadeau qui a 3 colonnes. Donc, si on va concaténer, si on va joindre, cela veut dire que dans le résultat, on va trouver 6 colonnes, c'est-à-dire les 3 colonnes de la première table plus les 3 colonnes de la deuxième table. Et on va concaténer la première ligne avec la ligne qui respecte une certaine condition alpha. Donc, ça nous fait rappeler le produit, l'opération de produit. Donc, c'est comme si on est en train de faire le produit entre deux tables, puis on fait une sélection dans le résultat de ce produit, c'est-à-dire qu'on va choisir les lignes qui respectent la condition alpha. Supposons que notre condition alpha, c'est que l'âge de la personne soit inférieur ou égal à l'âge de cadeau et que le prix soit inférieur ou égal à 1000 dinars. Donc, de cette façon, on va joindre, on va concaténer les lignes qui respectent cette condition. Donc, automatiquement, on ne va pas obtenir 12 lignes, c'est-à-dire les 3 lignes de la table personne fois les 4 lignes de la table cadeau, comme on a vu dans le cas des opérations de produit. Mais on va obtenir que les lignes qui respectent la condition. Et donc, dans cet exemple, par exemple, on a El Habiba 46 qui peut être joigné avec la première ligne de la deuxième table, 99 livres 450, puisque le prix il est inférieur ou égal à 1000 et que l'âge 46 il est inférieur ou égal à l'âge du cadeau qui est 99. Donc, la jointure, sa terminologie, son terme qui est utilisé dans le module ou bien le monde d'algèbre relationnelle, c'est la θ-jointure. Donc, une jointure, c'est une θ-jointure. C'est-à-dire, c'est une jointure, c'est une concaténation en se basant sur une condition alpha, et cette condition, elle peut être n'importe quoi, elle est générale. Mais maintenant, dans le cas
où la condition, c'est une condition d'égalité seulement, c'est-à-dire entre une colonne de la première table et une colonne de la deuxième table, ou bien deux colonnes de la première table et deux colonnes de la deuxième table. L'essentiel, c'est une condition d'égalité. Donc, dans ce cas, on l'appelle équijointure. Équijointure. Prenons toujours l'exemple de la table personne et de la table cadeau. Et donc, dans cet exemple, on va faire la concaténation en se basant sur la condition que l'âge de la personne soit égal à l'âge du cadeau. Bien sûr, c'est pas l'âge du cadeau, mais c'est l'âge de la personne dont on peut attribuer le cadeau. Par exemple, le livre, on peut l'attribuer à une personne qui a un âge de 99. Donc, de cette manière, on ne peut concaténer que la première ligne de la première table avec la deuxième ligne de la deuxième table, parce que c'est là où la condition, elle se vérifie. Donc, la condition alpha ici, c'est un test d'égalité, et donc, automatiquement, c'est une équijointure. Un autre exemple de jointure, c'est la nature jointure. Donc, c'est un cas particulier de l'équijointure. C'est une équijointure entre des colonnes ou bien des attributs qui portent le même nom. Par exemple, dans l'exemple précédent, on avait la colonne âge et la colonne âge C. Donc, c'est là la condition d'égalité, elle était entre ces deux colonnes. Mais la colonne âge et le nom de la colonne âge, il est différent du nom de la colonne HC. Donc, c'est âge et la colonne deuxième, c'est HC. Donc, le nom n'est pas le même. Donc, ce n'est pas une nature jointure. Dans le cas où le nom est le même, comme le montre l'exemple suivant, nous avons âge dans la dernière colonne de la table personne et âge dans la première colonne de la table cadeau. Donc, c'est la même écriture, le même nom. Donc, dans ce cas, on va dire que c'est une nature jointure. Donc, c'est toujours un test d'égalité, mais c'est un test d'égalité entre deux colonnes qui portent le même nom. Et lorsqu'on va écrire la jointure, on ne va pas écrire âge égale âge dans la condition alpha, mais tout simplement, on va écrire le nom de commun entre les deux colonnes, qui est âge. Et donc, de cette façon, là où les âges sont égaux, on va faire la concaténation. Par exemple, on a concaténé El Habiba 46 ans avec 46 sacs dinars parce que l'âge il est le même. Et une remarque importante, on a trouvé une seule colonne dans le résultat puisqu'elle porte le même nom. C'est pas comme le cas de la θ jointure de l'équijointure où on avait deux colonnes âge et âge C parce que le nom il a été différent. Une dernière opération, c'est l'opération de division. Et c'est un petit peu une opération qui nécessite un petit peu de la concentration. Donc, supposons que on va définir directement cette opération de division à travers l'exemple. Parce que ça nécessite de la concentration. Donc, nous avons deux tables, la table enseignant et la table étudiant. Donc, la table enseignant, elle a une colonne nom et une colonne prénom, et la table étudiant, elle a une colonne prénom. Donc, tout simplement, la division, ça veut dire que la table enseignant, est-ce qu'on peut la diviser sur une autre table? Et pour qu'on puisse faire cela, on doit diviser la table enseignant en plusieurs unités, en deux unités. Dans chaque unité, c'est un ensemble de colonnes. Par exemple, dans cet exemple, on a divisé notre table enseignant en deux unités, l'unité X et l'unité Y. L'unité X, elle possède une seule colonne qui est nom, et l'unité Y, une seule colonne qui est prénom. Et que la deuxième table, elle possède une seule unité, qu'on a appelée Z. Et donc, on va essayer de trouver ce Z dans une des unités de la table enseignant. Et dans notre cas, on va le chercher dans l'unité Y. Donc, de cette façon, on peut dire que l'enseignant peut être divisé sur la table enseignant, peut être divisé sur la table étudiant, puisqu'il y a une unité, voilà, qui correspond à une unité dans la deuxième table. Donc, on peut l'éliminer, on peut la diviser, ce qui va nous laisser dans le résultat l'unité X. Mais quelle unité, quelle ligne de l'unité X? Eh bien, c'est les lignes qui ont exactement toutes les valeurs de l'unité Z. Donc, par exemple, dans l'unité Z, nous avons les deux valeurs Zoubir et Toufir. Donc, on va chercher dans l'unité Y Zoubir et Toufir. Et nous devons trouver dans l'unité X
deux valeurs qui sont les mêmes. Par exemple, Ben Ali Zoubir et Ben Ali Toufiq. Donc, on a Zoubir et Toufiq qui ont les mêmes noms, Ben Ali, Ben Ali. Donc, de cette façon, Ben Ali, la ligne Ben Ali va sortir dans le résultat. Alors, et Amran, par exemple, va sortir dans le résultat parce qu'il y a Amran Zoubir et Amran Toufiq. C'est-à-dire l'unité Z, elle se trouve dans l'unité Y. Et donc, on va faire sortir l'unité X correspondante. Alors que les autres lignes ne vont pas sortir. Par exemple, Bouziane n'a pas sorti parce qu'il n'y a pas Bouziane Toufiq, il y a seulement Bouziane Zoubir. On va détailler de plus l'opération de division pour mieux comprendre à travers un autre exemple. Supposons que nous avons maintenant une table works, ça veut dire travail, qui est composée de deux colonnes, la colonne enum et la colonne penum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, il y a un numéro d'équipe et un numéro d'une personne. Par exemple, dans l'équipe numéro 35, travaille la personne numéro 10. Dans l'équipe numéro 45, travaille la personne 15, etc. Et donc, je remarque que dans l'équipe numéro 35, par exemple, il y a la personne numéro 10, il y a la personne numéro 12 et il y a la personne numéro 15 qui travaille dedans. Dans l'équipe 45, il y a la personne numéro 15 et la personne numéro 10, etc. Et supposons que nous avons une deuxième table qu'on a appelée critical, qui contient une seule colonne, qui est penum, c'est-à-dire le numéro de la personne. Tout simplement, cette table contient les personnes critiques, les personnes de haut niveau, les personnes cadrées, les personnes que pour nous doivent exister, par exemple, toujours dans notre projet de travail. Et donc, on est en train de chercher quelles sont les équipes qui contiennent ces numéros critiques, ces personnes critiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la table travailler sur la table critical. C'est-à-dire, on va chercher dans l'unité penum de la table works, l'unité penum de la table critical. Donc, par exemple, l'équipe numéro 35, elle va sortir dans le résultat, puisque dans l'équipe numéro 35, il y a la personne numéro 10, il y a la personne numéro 15. Donc, par exemple, l'équipe numéro 45, il y a la personne numéro 15 et il y a la personne numéro 10. Mais par exemple, dans l'équipe numéro 52, il y a seulement la personne numéro 15, il n'y a pas la personne numéro 10, donc on ne va pas sortir dans le résultat. Bon, pourquoi on a commencé par E45 et non pas E35? C'est à cause de l'ordre seulement des personnes dans la table critique. Donc, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a fait comme opération dans l'algèbre relationnelle à travers ces schémas. Commençons par l'opération d'union. Donc, supposons que nous avons deux tables, la table R et la table S. La table R, elle est composée d'un certain nombre de lignes et la table S d'un certain nombre de lignes. Donc la première ligne de la table R, elle est en gris, la deuxième ligne dans la table, elle est en pointillé, la troisième en noir solide, etc. Donc dans la table S, nous avons un mur assuré et dans la deuxième ligne, nous avons un mur. Donc l'union, c'est tout simplement les lignes de la table R. Au-dessus des ailes, on va mettre les lignes de la table S. Mais on remarque que la deuxième ligne de la table S, elle n'a pas été ajoutée dans le résultat, c'est-à-dire le mur, parce que tout simplement, elle existe déjà dans la table R et on a dit qu'il n'y a pas de répétition de redondance dans les tables des bases de données. Maintenant, l'intersection. Donc, on va chercher dans la table R et dans la table S les lignes qui se répètent. Par exemple, dans notre exemple, nous avons le mur et le mur assuré, c'est-à-dire la troisième ligne de la table S et la dernière ligne de la table R qui se répètent, et la deuxième ligne de la table S et l'avant-dernière ligne de la table R qui se répètent. Donc, c'est ces deux lignes qui vont se sortir dans notre résultat. C'est l'intersection. Ensuite, il y a la différence. Il faut faire attention, c'est anti-slash, ce n'est pas slash, parce que slash, c'est la division. Donc, nous avons deux tables, la table R et la table S. Donc, on va éliminer de la table R ce qui existe dans la table S. Ce qui va nous laisser dans la table R, dans le résultat, seulement 4 lignes. C'est-à-dire que l'avant-dernière ligne, elle a été éliminée parce qu'elle existe dans la table S. Donc, ce qui va nous rester, le résultat, vous êtes en train de voir. Il y a aussi l'opération de produit entre deux tables R et S. Donc,
nous avons une table R, une table S. Donc le produit, c'est tout simplement la concaténation. On va prendre la première ligne de la table R et on va la concaténer avec la première ligne de la table S. Et ensuite avec la deuxième ligne de la table S. Ensuite, on prend la deuxième ligne de la table R et on va la concaténer avec la première ligne de la table S, etc. Donc si nous avons 3 lignes dans la table R et 2 lignes dans la table S, donc le résultat, on va obtenir 3 fois 2, 6 lignes dans le résultat. Ensuite, on a vu la projection. Donc, supposons que nous avons une table R avec les colonnes A, B, C, D, E, et on veut projeter, on veut choisir, sélectionner seulement les deux colonnes B et C. Donc, dans le résultat, il n'y aura pas le A et le D et le E, il y aura seulement le B et le C, mais il faut faire attention, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire les lignes qui se répètent dans les résultats, on doit les supprimer. Donc ça, c'est une loi qui est toujours là. Il faut faire attention. Il n'y a pas de répétition de lignes. Il n'y a pas de redondance dans les tables. Ensuite, on a vu la restriction. Donc nous avons toujours une table R composée des colonnes A, B, C, D, E. Donc la restriction, elle va jouer sur les lignes et sur les valeurs des champs. Donc, par exemple, on a choisi la condition B égale à D, c'est-à-dire on va restreindre parmi toutes les lignes seulement les lignes qui vérifie que la colonne B soit égale à la colonne D. Donc, ce qui va nous donner les trois résultats, les trois lignes résultats suivantes. Ensuite, il y a la sélection. Donc, la sélection, c'est exactement le même but, le même objectif que la restriction. On va toujours sélectionner des lignes et non pas des colonnes qui respectent une certaine condition. Mais il faut savoir que dans la sélection, la condition, elle peut être n'importe quoi. Elle peut être une colonne qui est égale à une valeur, une colonne qui est égale à une autre, une colonne qui est supérieure ou égale à une autre, etc. Donc la condition, elle est générale. Et donc, quand la condition est générale, on l'appelle sélection. Donc n'importe quelle sélection, c'est une restriction, mais le contraire n'est pas vrai. Donc nous avons ensuite la division. Donc nous avons deux tables R et S, et on veut faire la division. Donc on a dit tout simplement, il faut voir R comme deux unités et S comme une seule unité. Donc dans notre cas, la table R elle est composée de deux unités. Une unité qui contient les trois colonnes A, B, C et une unité qui contient une seule colonne qui est D. Et S, une seule unité qui contient la colonne X. Donc on va chercher X dans D et là où l'unité A, B, C sont égaux, ils vont sortir dans le résultat. Donc par exemple, la première ligne de la table R, elle est sortie dans le résultat puisque le X se trouve dans le D et ils ont les mêmes valeurs, la première et la deuxième ligne. Donc il faut faire attention, il faut bien remarquer les deux unités parce que c'est la clé de la compréhension de l'opération de division. Maintenant, les opérateurs logiques et relationnels ou bien conditionnels. Donc, il y a une certaine représentation de ces opérateurs. Donc, l'opérateur et ou bien le AND, on va le représenter par un chapeau. L'opérateur ou bien le OR par un V. L'opérateur de négation par le symbole que vous voyez dans l'écran. Par exemple, on a aussi les opérateurs relationnels tels que le égal, le supérieur égal, le inférieur, le supérieur strictement et le inférieur égal. Et il faut faire seulement faire attention dans la différence, c'est un inférieur suivi d'un supérieur. Donc c'est ça le schéma de la différence. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo et c'est terminé pour la série de vidéos du cours d'algèbre relationnelle. Mais il faut bien savoir qu'on va continuer avec d'autres vidéos d'exercices, de pratiques d'algèbre relationnelle parce que pour comprendre l'algèbre relationnelle, il faut la pratique, il faut les exercices. C'est ça qui va vous faire comprendre l'algèbre relationnelle. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas seulement le cours. Il faut la pratique et la pratique.